Bonsoir mesdames, messieurs, bonjour à ceux qui auront l'occasion de nous suivre en rediffusion. Merci d'être nombreux à attendre notre rendez-vous d'actualité de chaque vendredi. J'espère que vous êtes en forme, puisque nous on l'est. Le regard de ce soir sera rivé essentiellement sur la situation économique en République démocratique du Congo, qui se détériore de plus en plus. Comment se porte l'économie nationale? Justement, qu'est-ce qui empêche l'économie nationale à pouvoir décoller? Quelle est la racine du problème? Vous allez découvrir au cours de cette émission, mesdames, messieurs, l'économie qui touche tout de suite la politique et la politique qui touche tout de suite l'économie. Justement, la politique l'actualité politique reste dominée par l'arrivée de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi au sein du rassemblement. Pierre Lumbi a été élu ou désigné comme président du Conseil de sages, mais aussi Félix Tshisekedi qui a été désigné comme président national du rassemblement de l'opposition. Mesdames, messieurs, qui sera le prochain Premier ministre? Comment cela va se dérouler finalement? Est-ce que Joseph Kabila va changer d'avis pour demander à ce qu'on puisse proposer un seul nom? Ou il va maintenir sa position sur le 3 noms qu'il attend? Mesdames, messieurs, l'avenir nous dira un peu plus. Le regard de ce soir sera arrivé sur monsieur Jimmy Chauveau. Bonsoir, monsieur Chauveau. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, très bien, merci. Monsieur Chauveau, je vous présente, vous êtes directeur général de AIS, qui est une grande structure qui regroupe plusieurs entreprises, notamment Congo Tchèque. Vous êtes aussi en même temps directeur général de Congo Tchèque. J'ai bien dit, AIS regroupe beaucoup d'entreprises, mais vous vous concentrez plus sur Congo Tchèque. Pourquoi? Non, je me concentre sur toutes les entreprises du groupe AIS, à savoir Introcella, Inga Energy, ou bien Congo Tchèque. Mais en ce qui concerne Congo Tchèque, on parle beaucoup de Congo Tchèque parce que je suis en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec qui nous faisons la sécurisation des titres fonciers et des titres immobiliers, et aussi la numérisation du cadastre foncier en RDC. Alors, on va y arriver. Je dois signaler que Congo Tchèque est spécialiste en octroi des cartes des propriétaires fonciers. Congo Tchèque est là aussi pour lutter contre la superposition des titres. C'est bien cela, contre la piraterie. Et est-ce que aujourd'hui, dans votre contrat avec le gouvernement de la République vous facilite la tâche? En tout cas, ce qu'il y a à dire, c'est qu'ils sont de bonne foi. Okay? Il y a beaucoup de problèmes. Le gouvernement fait appel à nous. Et c'est un win-win. Okay? Nous apportons ce que nous pouvons et ils apportent ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse éradiquer cette fraude qui endeuille beaucoup de familles congolaises, parce que vous savez que toute personne travaille pour l'accès à la propriété dans sa vie. Et quand vous avez accès à la propriété, que c'est cette propriété qui vous donne des maux de tête, finalement, vous ne pourrez pas avoir de longs jours heureux. Alors, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé, dans ce biais-là, de pouvoir s'attaquer de façon durable à toutes ces formes de fraude qui minent le secteur foncier en RDC. Alors, la piraterie a pris beaucoup d'ampleur dans le monde, particulièrement en République démocratique du Congo, où tout est piraté aujourd'hui, même la monnaie, le franc congolais. Monsieur Chauveau, aujourd'hui, pouvons-nous nous attendre aussi à ce que la carte, justement, octroyée par Congo Tchèque puisse être piratée dans les jours à venir, par exemple? Cette carte, elle est sécurisée, d'abord. Elle a un code matrix unique. Donc, je ne vais pas vous emmener dans les spécificités sécuritaires que nous avons mis en place avec le Six Sigma qui est accepté par IBM au niveau de la sécurité, parce que c'est eux qui font toute la sécurité de notre plateforme. Bon, si vous voulez, rien n'est pas piratable, mais je crois que il faudrait quand même 30 ans d'évolution électronique aujourd'hui à qui que ce soit pour pouvoir piloter notre système. Alors, en cas de perte de cette carte, justement, il suffit juste d'avoir un numéro, c'est bien cela, un code? Non, pas du tout. Mais dans cette carte, on met toutes les données oui, et toutes les pièces qui ont concouru à l'élaboration d'un certificat d'enregistrement. Donc vous voyez une carte électronique qui a plusieurs informations dedans. Tous les documents que vous avez eu à avoir pour votre certificat sont scannés et mis dans la base de données nationale du cadastre.
Et c'est dans cette base de données nationale du cadastre, il y a une réplication ici qui vous permet, à vous, si demain vous voulez aller dans une banque par exemple, vous n'êtes pas obligé d'emmener tous vos documents. Rien que cette carte prouve à la banque que vous avez sécurisé votre titre. Et votre titre qui a été sécurisé, on ne sécurise pas le premier titre qui vient. On travaille avec l'administration foncière, le bureau d'enregistrement, le bureau du domaine, le bureau des archives, pour pouvoir assurer, effectivement, ce n'est que lorsque le conservateur des titres immobiliers donne son aval pour qu'on sécurise votre titre, c'est à ce moment-là qu'il est sécurisé. Alors, aujourd'hui, c'est quoi la vision du gouvernement de la République démocratique du Congo par rapport justement à ces genres d'initiatives? Est-ce que le gouvernement compte-t-il élargir le champ d'action? Les États-Unis, par exemple, où tous les Américains ont leur numéro de Social Security Number, je crois, je ne sais pas en français, et puis voilà. Numéro de sécurité sociale. Exactement, exactement. Est-ce que le gouvernement de la République a proposé cela, ou pensez-vous que c'est quand même prioritaire aussi? Ce serait intéressant, mais vous savez, les plateformes intégrées, c'est plusieurs plateformes qu'on met sur une plateforme commune. De telle façon que vous entrez au niveau des services sociaux, ça vous donne des informations au niveau des services de sécurité, au niveau de la police, au niveau des ambulances, à tous les niveaux, Régie des eaux, la SNEL. Il faudrait que toutes ces entreprises puissent aussi aller dans le sens où on informatise d'abord, parce que notre administration doit d'abord être informatisée. Un des projets les plus importants que nous avons avec la République démocratique du Congo en ce moment, c'est l'informatisation du secteur foncier. Okay? Parce que quand tout se fait manuellement, lorsque tout se fait manuellement, il y a un petit problème parce que c'est là où qui facilite la fraude, parce qu'il y a l'erreur humaine d'abord qui est une des causes principales de certaines erreurs. Bon, et maintenant, sans contrôle, on peut arriver à ouvrir des brèches pour faire entrer la fraude. Alors, la fraude, on va en parler justement, M. Chauveau. On a vu avec le gouvernement Mozito, les agents et cadres de différentes institutions étaient payés de manière manuelle, comme vous venez de le dire. Lorsqu'il y a eu la bancarisation, qui est une sorte de développement au niveau du pays, on a vu que cet argent-là n'a pas servi aussi. C'est juste un exemple, hein, c'est-à-dire que on a pu épargner, on a pu quand même détecter les différents réseaux, etc. Mais à quoi aura servi la bancarisation finalement? La bancarisation, c'est quelque chose de louable. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez votre argent en poche, que ce soit 500 000 $, et si vous l'avez en banque, votre argent que vous avez dans votre banque est mieux protégé. Okay? Et il faudrait ce sursaut technologique aussi, parce qu'on voit, c'est incroyable, au XXIe siècle, une personne qui ne sait pas utiliser une carte de banque, une personne qui est âgée, qui a 60 ans, qui n'a jamais de compte bancaire. C'est tout ça, c'est à tous ces problèmes que le gouvernement Matata s'est attaqué finalement. Donc, au lieu qu'on ait 100 ou 150 points où il y a la fraude, si on a 2-3, ben ça nous aide déjà, parce que bon, c'est un idéal, hein, la justice, le combat contre la fraude, ça s'arrêtera jamais, mais c'est un idéal, on y arrivera. Donc vous comptez élargir le champ d'action, c'est-à-dire dans les prochains jours, vous comptez quand même aller un peu plus loin, c'est-à-dire octroyer même les cartes d'identité nationale? Bien sûr, nous en avons la capacité, hein, les cartes d'identité nationale, les permis de conduire sécurisés, la base de données nationales intégrée, la base de données des finances intégrées, donc nous pouvons le faire. Mais la balle est au camp du gouvernement, c'est bien cela, M. Chauveau? Ce sont des décisions que le gouvernement doit prendre, nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des partenaires. Vous êtes un compatriote, vous pouvez faire des propositions aussi? Oh, nous en faisons. Alors, M. Chauveau, on va parler à présent de l'économie en République démocratique du Congo. Comme je l'ai annoncé aujourd'hui, la situation économique du pays qui se détériore. Vous le savez, c'est-à-dire l'inflation, l'instabilisation du cadre macroéconomique, l'instabilisation de la monnaie. Et pourtant, le gouvernement sortant, le gouvernement qui vient de partir, le gouvernement Matata, a investi tous ses efforts justement pour que ce cadre macroéconomique puisse être stabilisé, la monnaie puisse être stable. Aujourd'hui, tout se détériore. Pourquoi, selon vous? Quel est le vrai problème?
Bon, les problèmes peuvent être multiples, mais ce que je sais, c'est qu'une bonne politique économique donne toujours de bons résultats. Okay? Il faut de bonnes incitations. Quand on parle du cadre macroéconomique, c'est des prédictions. Okay? C'est des prédictions, ça veut dire que si aujourd'hui, le cadre macroéconomique, on parle du cadre macroéconomique, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Okay? Le taux de chômage, par exemple. Quand le taux de chômage ne change pas, le taux d'intérêt des banques, l'inflation est maîtrisée, mais il y a plusieurs moyens de maîtriser l'inflation. On peut refuser, okay, d'augmenter la masse monétaire dans un pays pour maîtriser l'inflation par rapport aux garanties en devises que nous avons dans les coffres. Mais est-ce que, en refusant d'augmenter la masse monétaire d'un pays, alors que le taux de croissance, taux de natalité, et qu'il y a plus de gens qui entrent dans la vie pour le même montant, 5 ans après, on a le même montant pour plusieurs personnes. Donc ça veut dire que la pyramide capitaliste est en train d'asphyxier la base. Alors si on doit prendre un cadre macroéconomique, on doit d'abord parler aussi de la microéconomie, ce dont on ne parle pas. C'est l'offre et de la demande. On offre quoi, on demande quoi? D'abord. Et puis, le cadre macroéconomique a un impact sur le PIB, la production intérieure brute. Maintenant, qu'est-ce qu'on produit? Et toutes ces questions-là, ce sont des questions de base qu'on devrait se poser. Ok, ben, on va y arriver. On va y arriver, monsieur Chou. Je voudrais que vous puissiez être un peu moins technicien, s'il vous plaît, avec des termes un peu moins économiques pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre cela. Je disais que le gouvernement Matata s'est investi, c'est-à-dire le cheval de bataille, c'était ça d'ailleurs. Tous les jours, le Premier ministre Matata Ponyo disait que la stabilisation du cadre macroéconomique, c'était la base, c'était même le soubassement pour que l'économie nationale puisse décoller. Aujourd'hui, monsieur Chauveau, monsieur Matata est parti et plus rien ne va. Ça devient pire, la situation devient déplorable. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous, puisque on a stabilisé le cadre macroéconomique, on devait normalement avoir des résultats? Qui dit qu'on a stabilisé le cadre macroéconomique? Les résultats du cadre macroéconomique, ce sont des résultats que vous voyez. Vous savez, quand le grand danger, c'est lorsque l'on dit qu'on a une croissance de 8%, de 6%, de 5%. OK? Et que cette croissance ne se reflète pas dans l'économie nationale. Comment est-ce qu'on peut reculer au niveau du budget et en même temps avoir une croissance? Parce que la croissance finalement c'est quoi? C'est la différence entre le produit intérieur brut de l'année passée et le produit intérieur brut de cette année. C'est cette différence-là qu'on appelle la croissance. Mais elle doit se chiffrer en quelque chose. On dit 8%. Mais 8% peuvent être $8. Ça peut être $80. Donc, il faudrait qu'on puisse faire de bonnes analyses économiques. Hein. Je dis toujours que les questions économiques dans ce pays n'ont jamais été posées. Il faudrait qu'on pose les questions économiques sur l'entrepreneuriat local, sur la production locale, sur le chômage. Ces choses qui affectent directement la croissance sur les dépenses de l'État. Aujourd'hui, on peut aller dans tous les sens. Mais la crise, on l'attendait. La crise a été prédictible. Justement, la crise, cette crise aussi se détermine par on voit comment les francs congolais, c'est-à-dire l'instabilité monétaire. Aujourd'hui, le franc congolais, $1 qui est évalué à 1400 francs congolais. Monsieur Chauveau, qu'est-ce qui détermine ou qu'est-ce qui justifie le fait que le taux de dollar puisse augmenter aujourd'hui en République démocratique du Congo? C'est pourquoi aujourd'hui c'est la surévaluation ou l'évaluation? C'est quoi le problème?
À mon avis, parce que bon, les problèmes, il n'y en a jamais un seul. Hein. C'est comme on dit, c'est une chaîne. C'est une chaîne d'événements qui fait que ce cataclysme se produit. Mais un des grands problèmes, et je pense qui nous affecte au niveau de l'inflation, c'est nos réserves en dollars. Ok? C'est nos réserves en dollars. Parce que nous sommes partis, les réserves fédérales, les réserves nationales, sont passées des réserves en or, des réserves en dollars aujourd'hui. Et pour pouvoir imprimer une masse monétaire, l'argent dans un pays, il faut que vous ayez en équivalent des réserves qui pourront supporter cela. Surtout que nous sommes dans une zone où on n'est pas dans une zone franc, par exemple, où on est supporté par d'autres puissances mondiales. Donc, à partir du moment où nous avons moins de réserves en dollars, si nous émettons le même montant, la même masse monétaire en francs congolais, ça va nous emmener à l'inflation. Ça, c'est une des raisons. Mais la valeur du franc congolais, justement, aujourd'hui, par rapport à d'autres monnaies, Monsieur Chauveau, pensez-vous qu'on pourra évoluer à quelle échéance, finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est au gouvernement de la République de donner de la valeur à sa monnaie, ou c'est à qui doit donner de la valeur à la monnaie nationale? C'est les incentives, c'est l'économie. Madame, la valeur de l'argent chez nous, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a toujours des débats creux. Depuis des décennies, nous avons des débats creux. C'est le même problème, le même mode de fonctionnement qu'on avait dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010, aujourd'hui 2017. On ne s'est pas posé les vraies questions. Qu'est-ce que... Pour pouvoir... En fait, c'est un cycle. Aujourd'hui, pour pouvoir garder le franc congolais stable, il faut qu'on ait des réserves en monnaies étrangères. Pour qu'on ait des réserves en monnaies étrangères, il faut qu'on exporte, qu'on vende, qu'on produise. Et c'est cette production-là qui nous emmène la monnaie, qui nous permet d'avoir une masse monétaire plus grande. Avant la production, on a quand même la Banque mondiale, on a le FMI aujourd'hui qui nous aide aussi, Monsieur Chauveau. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit compter sur ces institutions de Bretton Woods pour son développement aussi? Écoutez, je vais être franc, ça n'engage que moi, madame. La Banque mondiale, le FMI, a déjà développé quel pays? Si vous voulez savoir que vous êtes sur le chemin du développement, ce sont les deux institutions d'abord qu'il faudra minimiser dans votre pays. Avec un pays pauvre comme la République démocratique du Congo. Mais madame, c'est un cycle. C'est un cycle. Tant que vous restez là-dedans, on est dedans depuis 50 ans. Est-ce qu'on en sort? On n'en sort pas. Parce que la Banque mondiale, le FMI, vont vous emmener le libre-échange. Je suivais M. Abdou qui disait encore il y a quelques années qu'il a dirigé dans la douleur. Pourquoi? Parce que dépendre financièrement, vous savez, même quand vous êtes une femme, même la plus belle, et que vous dépendez d'un homme pour être belle, vous savez ce que cet homme il peut vous imposer? Est-ce qu'aux États-Unis, on parle de la Banque mondiale? En Angleterre, on parle de la Banque mondiale? Est-ce qu'en France, en Belgique, on parle de la Banque mondiale? C'est la banque des pauvres. Il faudrait quand même qu'on quitte cette pauvreté. Et on a les moyens, on a le potentiel pour cela. Mais seulement, on ne se pose pas les bonnes questions. Quitter la pauvreté en faisant quoi exactement? En commençant par où, Monsieur Chauveau? Non, pour moi, il y a plusieurs moyens. Ok? Nationalement, on devrait d'abord... Le premier et le principal. Le premier et le principal, c'est d'avoir une architecture avec un entrepreneuriat congolais. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les hommes d'affaires que vous connaissez, les plus grands, ne sont pas congolais. Nous avons 18 banques. Combien sont congolaises? Nous avons 4 banques nigériennes ici. Aucune banque congolaise. Nous n'avons pas de capitaux congolais. C'est pour ça que nous n'avons pas de parc, nous n'avons pas de bibliothèque, nous n'avons pas de cinéma, nous n'avons pas d'aire de jeu pour nos enfants.
Parce que ceux qui font le profit au Congo ne l'investissent pas au Congo. Et c'est ça le drame. Donc on a une jeunesse qui est une bombe à retardement, parce que la génération, 2 générations d'aujourd'hui, si on continue comme ça, je me demande ce que ce sera. La production locale pose un problème, un sérieux problème en République démocratique du Congo, selon vous, M. Chauveau. Et que pensez-vous de ceux-là qui disent que c'est plutôt la diversification de l'économie qui devait être diversifiée de manière urgente d'ailleurs, puisque aujourd'hui tout est basé, c'est-à-dire toutes les recettes du gouvernement de la République, toutes les recettes qui font vivre même l'État, c'est basé sur le minerai. Non, pas seulement le minerai, il y a aussi les douanes. Donc ça veut dire que si un pays a une forte concentration monétaire au niveau des douanes, ça veut dire qu'elle importe tout. Et tout ce qui importe, tout ce qu'on importe, nous revient plus cher. Donc on est un pays pauvre, très pauvre même, mais avec un niveau de vie plus cher que même, moi je dis toujours, vivre à Kinshasa, j'ai vécu en Angleterre, vivre à Kinshasa, c'est beaucoup plus cher que vivre en Angleterre. Vous imaginez? Pour les mêmes commodités, le même accès aux biens et services, vous devez payer 2 fois plus cher que si vous vivez en Angleterre. Ça dépend de la classe, monsieur Chauveau. Il y a la classe moyenne et il y a la classe un peu plus au-dessus de la moyenne. Si vous voulez vivre avec une vie luxueuse, comme la vôtre par exemple, vous ne pouvez que vivre plus cher qu'en Angleterre, monsieur Chauveau. Madame, si vivre luxueusement, c'est aller à l'alimentation, s'acheter 1 kilo de viande ou des œufs, si c'est ça le luxe, alors peut-être qu'il faudra refonder le monde. Ce n'est pas le luxe. L'accès aux besoins primaires, ça ne peut pas être un luxe. Mais seulement, cet accès-là, si je dois manger des céréales qui doivent venir de France, et qu'au prix d'achat en France, déjà, la personne qui l'achète en France, on met le transport, on met la douane, qui est une des douanes les plus chères au monde, disons-nous nous, parce qu'ils ont des assignations budgétaires à remplir. Mais, madame, comment est-ce qu'on s'en sortira? Parce il faudrait qu'on s'en sorte. Quand je dis qu'on n'a pas posé les vrais problèmes, des problèmes liés à la production, des problèmes liés à l'entrepreneuriat, à l'industrialisation du Congo. Aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux d'économie. Nous sommes dans une économie infirme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons littéralement de la cueillette et de la chasse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce que nous vendons, les minerais que nous vendons, nous ne savons même pas les transformer. On vend, c'est comme quand vous avez un manguier, vous cueillez la mangue, vous vendez la mangue. Et le jour où on pourra parler industrialisation et transformation, on va commencer à cueillir la mangue, faire du jus de mangue, faire du sirop de mangue et vendre la mangue. Donc on n'a plus 3 produits. On a déjà 3 produits. Et ces dérivés, les différents dérivés, c'est ça qu'on peut dire, voilà, on peut exporter le jus de mangue au Congo-Brazzaville, on peut envoyer le sirop de mangue en Belgique, ainsi de suite. C'est ça les grands échanges. Et pensez-vous que si aujourd'hui on arrivait à transformer nos minerais, les minerais qui sont vendus par exemple en Afrique du Sud, cela pourrait faire en sorte que la cour puisse être redressée aussi un tout petit peu? Madame, l'Afrique du Sud a investi, par exemple, pour transformer nos minerais. Eux, ils sont riches, nous, on est pauvres. C'est tout. Aujourd'hui, si vous faites un parallélisme des formes, entre celui qui exploite et celui... Prenez l'exemple du diamant. Un diamant, on l'achète à un prix X. Quand on le coupe et on le taille, et c'est X multiplié par 3. Donc ça veut dire que la personne qui coupe et qui taille le diamant a 2 tiers de ce que vous produisez. Et vous n'avez qu'un tiers. Parce que vous êtes obligé de le lui vendre à lui, parce que c'est lui qui va le... Je parlais de l'économie ici. Pourquoi je disais que nous sommes dans une économie infirme? Parce que nous vendons. C'est-à-dire économie primaire. Primaire, oui. Nous vendons directement ce que nous extrayons. On cueille la mangue, on vend.
Par contre, quand on aura une industrialisation, bien que timide au Congo, parce qu'il faudrait parler, c'est ça la production dont on parle. Si on commence à faire notre propre... Il y a un problème sérieux entre l'économie et le bien-être. On a l'impression que les économistes vivent sur une planète où ils sont seuls. Quand les gens sont contents d'une croissance économique, alors que dans le même ordre d'idées, la vie de la population n'a pas changé, et bien au contraire, s'est empirée. L'économie doit affecter le social. Mais aussi la politique. Elle est infectée, ou affectée, pardon, par la politique. C'est la politique qui infecte l'économie ou c'est le contraire, M. Chauveau? Non, non. Dans des pays industrialisés, l'économie affecte la politique. Dans les pays sous-développés, c'est le contraire. Parce que ce qui emmène une bonne politique économique, une bonne politique, la politique c'est l'art de dire et de faire. Mais quand un gouvernement s'engage, c'est jamais gratuit. C'est toujours de l'argent. Or, nous sommes un pays, on va d'abord décider, ensuite, on regarde. Ah, c'est quel pays qui va nous aider avec ça? Ce projet. Et beaucoup de projets sont là, meurent parce que nous-mêmes, on ne peut pas, on n'est pas en mesure de les financer. Monsieur Chauveau, on revient justement à ce que vous appelez entrepreneuriat local, qui est l'un des éléments majeurs pour le développement de l'économie nationale. Monsieur Chauveau, aujourd'hui, pensez-vous qu'il manque des gens, des personnes qui ont de l'argent, qui ont quand même ce besoin aussi de créer des entreprises qui n'ont pas de la volonté, ou le problème se situe au niveau du gouvernement qui n'aide pas assez les PME congolaises, par exemple? Je crois que c'est une question d'éveil. Je parle, moi, personnellement, si vous allez depuis 2010, je fais des émissions. À un certain moment, on m'appelait Monsieur Local Content, parce que je dis depuis 5 ans que tant que nous n'aurons pas d'entrepreneuriat local congolais, de capitaux congolais, de riches congolais, on sera encore en train d'échouer et d'échouer et d'échouer, encore d'échouer. Pourquoi? Aujourd'hui, nous n'avons pas posé les vrais problèmes. Quand je disais chômage, on est dans un pays où le taux de chômage est à plus de 90%. Alors que les autres pays, la croissance est à l'inverse. Sur 80 millions de Congolais, je ne crois pas qu'il y a 8 millions qui ont de l'emploi. Le problème, c'est la gestion de la République. Ce n'est pas la gestion de la République. C'est la personne qui gère la République, notamment le président Kabila, avec son gouvernement. Le problème se situe à quel niveau? Qui doit donner de l'emploi à qui? Aujourd'hui, le peuple n'est-il pas victime, finalement? J'ai toujours dit ça. Il ne faudrait pas qu'on aille à l'église et dire à son pasteur, non, pasteur, si je ne mange pas, c'est parce que tu ne pries pas bien pour moi. Non. J'ai toujours dit, le président de la République n'est pas un magicien, que chacun mette du sien et de la bonne foi. Alpha Omar Konaré, le président du Mali, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce qui détruit nos économies souvent, c'est le manque de consensus national, qui nous empêche d'être comme un seul homme et de barrer la route à certaines personnes, à certaines incentives. Mais M. Chauveau, que diriez-vous des économistes, parce que vous êtes analyste économique, de vos petits frères ou petites sœurs qui sont à l'université aujourd'hui, qui finissent, qui sont bien formés, mais qui n'ont pas toujours de travail? Eux, ils ont rempli leur rôle, ils ont rempli leur part. Finalement, aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi en République démocratique du Congo. Qui doit créer de l'emploi?
puisque vous dites que le président de la République n'est pas magicien, aujourd'hui la responsabilité reste partagée. Qui doit créer l'emploi pour qui? C'est pour ça que je suis en train d'expliquer. Les personnes qui doivent créer l'emploi, ce sont les petites et moyennes entreprises congolaises. Ils sont soutenus par le gouvernement, selon vous? Mais écoutez, il y a d'abord des mesures, ok, à prendre. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un champ. Mais mes enfants sont petits. Parce que nous n'avons que peut-être 56 ans d'indépendance. Ok? Mes enfants sont petits. Mais le champ m'appartient. Et j'appelle des gens et je leur dis, venez, vous allez travailler le champ. Mais mes enfants sont là quand même, bien que petits. Ils ont droit à cela. Et c'est ça même la notion du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes et John Locke, dans lequel il dit le contrat social doit être rempli. C'est là où il y a peut-être la responsabilité des politiques. Où ils doivent mettre en place des politiques économiques pour protéger le Congolais qui n'a pas l'argent. En réduisant aussi les procédures administratives qui n'arrêtent pas de se multiplier, M. Chauveau, notamment les taxes, coincer même les propres fils du pays. M. Chauveau, il faudrait quand même dénoncer cela. Vous n'allez pas quand même caresser le gouvernement par rapport à ces problèmes, puisque c'est une réalité. Le problème est le même. Quand c'est l'État qui est le plus grand employeur, si sur 10 personnes dans un pays, 6 sont policiers, dis-moi, ces 4-là vont faire quoi? C'est ça le problème. C'est que le monde économique suit une certaine tendance d'évolution. Lorsque nous aurons plus d'entreprises, l'État peut dire on va baisser les taxes parce qu'il y a plus d'entreprises. Mais c'est un nœud cordien. Il y a moins d'entreprises. L'État a des assignations budgétaires qui doivent grandir d'année en année parce qu'il a un budget. Donc forcément, des petites entreprises, on taxe plus. Elles meurent, on taxe plus, mais finalement, on n'aura plus rien. On n'aura plus d'entreprise. Maintenant, il faut prendre une décision. Maintenant, on se dit, bon, on va taxer moins. On va faire des incentives de telle façon à ce qu'on ait des entreprises congolaises qui viennent supporter. Au besoin, mettre des monopoles. C'est pour ça que je dis que la Banque mondiale et le FMI, ils sont contre le protectionnisme, parce que je ne sais pas pourquoi. Nous n'avons même pas 50 ans d'indépendance. Mais ils nous disent, lorsque vous faites un appel d'offres international, quel appel d'offres international aujourd'hui sérieux peut être gagné par un Congolais? Est-ce qu'aujourd'hui on est en train de subir l'économie caténaire d'autres nations, monsieur Chauveau? Nous sommes victimes de l'économie caténaire d'autres nations. Oui, on est victime de l'économie du 4e niveau des autres nations qui, après avoir maîtrisé l'économie primaire, ils ont maîtrisé leur industrialisation, ils sont passés au siècle des services, et aujourd'hui, ils dictent leurs lois. Ils influencent carrément l'économie. Ils influencent l'économie du monde. Et si vous voyez les pays développés, les pays en voie de développement, et les pays sous-développés, vous verrez que les pays en voie de développement se basent plus sur une relation d'échange sud-sud, plutôt qu'un rapport nord-sud où il y a une forte couleur coloniale. Alors, l'État aujourd'hui ne permet pas aux PME d'émerger, ou c'est les PME qui doivent oser. C'est les fils, ça appartient, c'est aux fils de la République démocratique du Congo d'oser à créer des entreprises comme vous l'avez fait par exemple, ou c'est au gouvernement de montrer quand même une sorte de bon exemple pour que finalement qu'ils puissent encourager ceux-là qui veulent investir au pays, M. Chauveau? Il y a 2 régimes. Il y a le régime des gens qui viennent avec une idée. Comme quand vous avez des enfants, il y a d'autres qui se réveillent le matin, on ne les réveille jamais, il va à l'école tout seul. Il y a l'autre qu'il faut réveiller tous les matins parce que lui, si on ne le réveille pas, il n'ira pas à l'école ou bien il ira en retard. Mais tous sont vos enfants. L'État congolais. Je vous donne un exemple. Dans le cadre du local content, nous avons des entreprises étrangères
ici au Congo, qui viennent et qui investissent dans un domaine d'extraction. Mais l'État peut obliger ces entreprises-là à acheter, à commander localement. Ça va créer l'emploi. Parce que quand on dit une entreprise, disons, prenons un exemple, une entreprise minière, qui achète tout et qui commande tout en Afrique du Sud, même le catering à manger, ça vient d'Afrique du Sud. Mais la maman là, qui peut vendre aussi le poulet frit, ou le monsieur qui peut livrer des pneus, ou le monsieur qui peut livrer des pipes, ou bien des lubrifiants. Mais c'est lui. Moi, quand je vais dans un restaurant, on me présente de l'eau spa, tous les jours. Je dis toujours, ne m'emmenez plus jamais cette eau. Et ceux qui me voient dans les restaurants me connaissent. Donnez-moi de l'eau vive. Le monsieur me demande, mais pourquoi? Ils aiment le spa. J'ai dit non. Le spa ici crée l'emploi en France. Eau vive crée l'emploi ici au Congo. Si personne ne boit eau vive, ou bien Oasis, on est en train d'asphyxier. C'est comme ça qu'on asphyxie l'économie locale. Comment est-ce que dans un pays on peut aller dans un restaurant, vous demandez un coca, on vous dit ah il y a bouteille, il faut canette. Finalement, l'économie là, ça sert à quoi? C'est ça les questions qu'on... C'est quand je dis qu'on ne se pose pas les vraies questions. C'est ça les questions qu'on ne se pose pas. Les mines du Congo font des riches dans tout le monde, sauf au Congo. Vous irez dans un forum international ou dans un business. Mais moi je fais des affaires au Congo. Tu dis, ah oui, tu fais des affaires au Congo, oui. Ah oui, mais j'ai vendu pour 56 millions de lubrifiants l'année passée à 3 entreprises au Katanga. Vos bureaux sont où? Ah non, on n'est pas là. On n'est pas au Congo. How do you do? Withholding tax? Mais si ce monsieur l'impose pour faire des affaires au Congo, il faut être au Congo. Quand il va finir faire au Congo des affaires au Congo, il va créer l'emploi parce qu'il ne pourra pas travailler seul. Et c'est toutes ces questions-là. La situation, la stabilité politique aussi, c'est ce qui attire les investisseurs. Monsieur Chauveau, aujourd'hui, la République démocratique du Congo qui connaît des situations très compliquées, politiquement en tout cas, c'est l'une des raisons aussi qui fait en sorte que même les investisseurs étrangers qui contribuent aussi aux recettes de la République fuient, monsieur Chauveau. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'économie de la Corée du Nord? Un pays qui, avec ses propres recherches, lance des missiles balistiques. Donc ça veut dire qu'il a déjà atteint un niveau d'économie où il ne dépend plus de qui que ce soit. On n'a pas besoin des Blancs. On n'a pas besoin des étrangers pour qu'ils viennent nous dire ce qu'on doit faire dans notre propre pays. Et c'est là aussi un problème économique. On a besoin que moi je produis le pain. S'il faut qu'on rentre au troc, tout le monde va manger dans ce pays. Au moins le troc, ça mettait les gens au travail. Pour que tu viennes demander quelque chose, il faut qu'on te donne. Mais regardez le niveau de mendicité que nous avons dans notre pays. La pauvreté qui galope. Aujourd'hui, vous avez dit qu'on n'a pas besoin de blanc, mais je vais vous donner un exemple, monsieur Chauveau. Comment analysez-vous le fait, ou justifiez-vous le fait que même les poubelles, vous le savez, aujourd'hui, la gestion de poubelles ici, dans la ville de province de Kinshasa, quand elle était gérée, quand la gestion des poubelles était entre les mains de l'Union européenne, tout s'est passé convenablement, on voyait que les choses allaient mieux, et aujourd'hui, lorsque c'est récupéré par les nationaux, ça devient scandaleux. Pourquoi? J'aime bien parler parfois par analogie. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, monsieur, votre chemise est sale, ça a beaucoup d'implications. Quelqu'un qui a les moyens ne va jamais porter une chemise sale, à moins qu'il soit totalement dérangé dans sa tête. Quelqu'un qui a des moyens d'acheter, d'avoir une chemise propre, ne choisirait pas une chemise sale. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, l'hôtel de ville récupère la gestion des immondices.
Mais est-ce qu'elle a récupéré aussi les financements qui venaient avec? Non. On lui donne la gestion sans les financements. Le problème, comme je dis, dans notre pays, c'est qu'on est pauvre. Et tout ce que vous voyez autour des phénomènes, que ce soit politiques, sociaux, économiques, c'est autour de la pauvreté. Maintenant, on doit quitter ces pauvretés. Vous comprenez? La mentalité congolaise en revient, monsieur Chevaux. La mentalité congolaise, justement, les Congolais qui eux-mêmes ne font pas vraiment leur boulot, il faudrait que l'étranger puisse faire pour que ça soit correct. Moi, j'ai vécu longtemps à l'étranger. Les Congolais qui sont à l'étranger travaillent. Bon, c'est vrai qu'il y a une petite minorité qui n'aime pas travailler, mais pour la majorité, ils travaillent. Comment est-ce que quelqu'un qui ne travaille, qui était paresseux dans son pays, quand il va ailleurs, il commence à travailler? Moi, je suis arrivé en Angleterre. Mon frère m'a fait asseoir. Il a dit, Jimmy, tu n'es plus à Kinshasa ici. Ok? C'est vrai que bon, il y a certains aspects qui sont couverts par les parents, mais il faut que tu travailles. Mon grand frère, il m'a dit, bon, je te donne une semaine. La semaine prochaine, tu vas chercher du travail. Et j'ai travaillé. J'étais à l'université, je travaillais. Mais même pour que quelqu'un travaille, il faut qu'il y ait du travail. N'est-ce pas? On va avancer vite. Alors, monsieur Chevaux, on va quand même... il y a beaucoup de choses. J'espère que vous allez accepter ma prochaine invitation. Parce que finalement, on ne sait même pas comment finir tout cela. Monsieur Chevaux, on va aborder maintenant les questions d'actualité. L'actualité qui reste dominée par Etienne Tshisekedi, qui dont sa dépouille mortelle va arriver le 11. C'est déjà fixé par le 11. Que retenez-vous de ces grands hommes politiques? Quels souvenirs vous gardez de lui? Je l'ai dit sur le plateau de B1 il y a quelques semaines. J'étais l'invité de... On est ensemble avec l'honorable Mouyaya et M. Lézy. Comment est-ce qu'on peut faire autant de bruit sur quelqu'un qui était un grand homme? On dit repose en paix. Rest in peace. Ça ne veut pas tout dire. Est-ce que ça ne veut pas tout dire? Il faut le laisser reposer en paix. Et sur ces questions, je ne répondrai plus. Monsieur Chevaux, vous ne répondez plus, mais vous êtes quand même obligé de répondre parce que vous êtes notre invité, monsieur Chevaux. Il repose en paix, mais Etienne Tshisekedi a toujours combattu pour l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo, la démocratie. Monsieur Chevaux, aujourd'hui, pensez-vous que sa lutte pourrait bien continuer avec le rassemblement de l'opposition? La démocratie qui est quelque chose de très fondamental d'ailleurs. Vous savez, je suis diplômé en sciences politiques. Et si je dois écrire une thèse un jour sur la démocratie, je dirais qu'elle n'est pas une condition sine qua non pour les Africains que nous sommes aujourd'hui. C'est quand même grave ce que vous affirmez. Pourquoi? Ça n'engage que moi. Pourquoi, dès lors qu'il y a des gens qui se battent, qui ont donné toute leur vie, notamment Etienne Tshisekedi, pour la démocratie? Vous savez, dans la Deuxième Guerre mondiale, au Troisième Reich, je crois, ou la Première Guerre mondiale, les gens se sont battus. On a eu des millions de morts dans le monde, pour rien. Je ne dis pas que la démocratie, c'est rien. Mais je dis que la démocratie, c'est peut-être un luxe qui fait que on atteint une certaine forme de démocratie dans la tête. Parce que la démocratie, ça commence d'abord dans la tête. Le Congolais n'est pas tolérant. On n'a pas encore appris à manger à sa faim. On ne l'a pas encore appris à prendre des décisions. Ces enfants ne sont pas encore scolarisés. Vous savez, la démocratie, quand vous regardez de Platon dans des républiques, en passant par Socrate, par Aristote, qui parle de la démocratie directe, des formes de démocratie. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, il risque d'être perdu. Et il pense que la démocratie, pour la majorité, c'est manger tous les jours, comme les Européens.
Parce qu'à un certain moment, on n'a pas fait le choix. Est-ce qu'il faut que qu'on ait un État fort et des individus faibles, comme ailleurs, ou bien qu'on ait un État faible et des individus forts? Monsieur Chevaux, on a connu la dictature durant 32 ans. Pour quel résultat, puisque vous dites que la démocratie n'est pas prioritaire aujourd'hui en RDC? Bon, à cette question, je dirais que c'est très simpliste que de dire, à part la démocratie, c'est la dictature. Ok? En Chine, il n'y a pas de démocratie. Mais aujourd'hui, tout le monde respecte les Chinois. Vous savez, en Chine, ce qu'il y a? Une économie forte. C'est ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, c'est l'argent. Pour qu'on vous respecte dans ce monde, il faut l'argent. Et nous, on peut en avoir au Congo. On a besoin de quelqu'un qui nous dise, ok, on a besoin que dans 20 ans, et moi je vous assure que moi-même, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun pauvre au Congo. On ne va même plus compter le nombre de mandats qui tuent les gens. Parce que le problème, c'est là aussi. Bon, après, on va interpréter ça de mille manières, mais... Le nombre de mandats, aujourd'hui, on va en parler. Le nombre de mandats, le président de la République qui est arrivé en fin mandat, depuis le 19 décembre dernier, il devait quitter le pouvoir. Il est là sur base de l'article 70, selon la majorité en tout cas, mais selon l'opposition. C'est grâce à l'accord de la Saint-Sylvestre. Monsieur Chevaux, vous avez suivi bien évidemment cet accord, l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, il y a un problème d'application de cet accord. Le président de la République demande à ce que le Rassemblement puisse proposer 3 noms et lui, il va choisir le Premier ministre. De l'autre côté, le Rassemblement oblige à ce qu'on puisse proposer Félix Tshisekedi. Comment analysez-vous cela? Mais ce sont deux positions qui n'arrivent pas à se mettre ensemble parce que le président de la République, c'est le garant de la nation, c'est lui qui coordonne l'action du gouvernement en donnant des instructions au Premier ministre. Et c'est lui qui défend le bilan en tant que président de la République. Vous savez, on a beaucoup d'aberrations ici dans ce pays. Je ne vais pas aller là-dedans, sinon ça va nous emmener dans un... Sinon j'aurais besoin de 20 minutes pour vous expliquer ça. Je ne vais pas développer ça maintenant. Parce que vous n'avez pas... Vous allez développer le président de la République, c'est quand même lui qui nomme, Monsieur Chevaux. Lorsque la personne qui nomme demande à ce qu'on puisse proposer 3 noms et que vous, qui doit être nommé, vous dites que non, c'est toujours moi. Qu'est-ce qui va se passer? Selon vous, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que cet accord sera-t-il appliqué finalement avec facilité? J'ai grandi dans ce pays. Ce qui est triste, c'est que de voir que nous, les Congolais, on n'a jamais su se comprendre. On a un système qu'on appelle le système Alibaya. Tu dois bloquer l'autre. Mais, madame, les deux positions, que ce soit celle du président de la République et celle du Rassemblement, sont compréhensibles. Dans tous les deux cas, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais attendez, oui, je vais poser une question. Allez-y. Dans tous les deux cas, je n'ai pas de coloration politique, j'ai une coloration économique. La petite et moyenne entreprise congolaise. Je vous répondrai. Vous êtes congolais aujourd'hui, le gouvernement, ce gouvernement n'est pas très stable, cela pose problème. Ça risque d'affecter aussi Congo Tchèque, monsieur Chevaux, d'où la nécessité pour vous de donner votre expertise aujourd'hui, même pas expertise, mais votre point de vue qui peut compter aujourd'hui. Est-ce le point de vue du président de la République qui doit être mis en compte? C'est-à-dire, Joseph Kabila est clair, il dit 3 noms ou rien. De l'autre côté, de l'autre côté du Rassemblement, on dit un seul nom. Les deux, comme je dis, ces positions ont des points positifs et des points négatifs. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils peuvent expliquer logiquement leur choix. Pour quelqu'un qui comprend, la personne comprendra. Mais les deux positions ne sont pas tenables à long terme. Donc, il va falloir que, à un certain moment, non. Un camp puisse céder. Ici, on parle de céder. Et c'est pour ça que nous avons un problème au Congo souvent. En politique, on essaie de se faire céder l'autre. Alors que, vous voyez que dans des pays comme la Colombie,
Il y a ce qu'on appelle la paix des braves, l'accord des braves. Madame, c'est le sacro-saint principe du contrat social dans lequel Emmanuel Kant, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau et John Locke ont écrit pour la même chose. La naissance de l'État, dans sa forme actuelle, prend ses racines dans le contrat social. C'est un contrat entre le gouvernant et les gouvernés. Et ce contrat doit être respecté. Sinon, on entre dans l'état de la nature, où l'homme est rebelle. Vous voyez ça, non? Regardez comment les ketchs conduisent dans la ville. Ils ne respectent aucune norme, aucune loi. C'est ça. Il y a aussi l'impunité qui bat son plein, mais c'est chez vous. On va conclure. Oui. L'impunité aussi. Vous avez parlé des ketchs qui conduisent comme ils veulent. Cette liberté, soit libertinage aujourd'hui, c'est aussi à cause de l'impunité. C'est aussi à cause du manque d'argent. Vous savez, quand vous êtes un père à la maison et que vous n'arrivez pas à nourrir vos enfants, et que le petit, il est obligé lui-même de ramener le soir son propre poisson, ou la fille vient avec la nourriture qu'il nourrit, qu'est-ce que tu peux dire à cet enfant et qui va t'écouter? Monsieur Chevaux, on va conclure. Vous allez regarder la caméra. Une toute dernière question. Joseph Kabila, qui est arrivé en fin mandat, et aujourd'hui, je l'ai dit, il est là grâce à l'article 70. Il reste en fonction jusqu'à ce qu'il y aura des prochaines élections. Plusieurs personnes parlent du référendum. Aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire particulièrement la date du 1er janvier 2018. Vous verrez la République démocratique du Congo sous la houlette de Joseph Kabila ou sans la houlette de Joseph Kabila qui doit partir, mais selon sa famille politique, il pourrait avoir référendum. Regardez la caméra et on va conclure. Soyez clair et bref, s'il vous plaît. Je ne suis ni devin ni magicien. Ce que je sais, c'est que j'ai un espoir pour ce pays, la République démocratique du Congo. On vit des moments très difficiles parce que les uns mangent et les autres pas. C'est ça le problème au Congo, c'est la pauvreté qui nous affecte tous. C'est le fait de regarder son enfant mourir et être dans l'impuissance de leur porter assistance. C'est le fait de regarder le voisin manger et que chez nous, on ne mange pas. Tout ça, ça crée des situations qui nous mettent frères les uns contre les autres. D'où la nécessité de changer la tête, le sommet de l'État, c'est-à-dire la personne qui gère le pays. D'où la nécessité de changer. Si Joseph Kabila partait aujourd'hui, pensez-vous que la situation serait-elle améliorée? Ça fait 50 ans qu'on est indépendant. On a eu 5 présidents. On a accusé Kassaroubou, il est parti. On a accusé Mobutu, il est parti. On a accusé Kabila, Laurent Désiré, il est parti. Aujourd'hui, on accuse Joseph Kabila. Mais je vais vraiment vous dire quelque chose. Quand tu manges un sachet devant chez toi et que tu jettes, et que demain, le sachet empêche l'eau de passer, et que demain, il y a la pluie, et que chez toi... Donc le problème n'est pas Kabila, c'est pas Kabila. Merci, monsieur Chevaux. Le problème, c'est nous-mêmes. Monsieur Chevaux, le problème, c'est nous-mêmes. Et la pauvreté qui nous affecte. Et la pauvreté qui nous affecte, ce sera votre dernier mot pour aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur général de AES, mais aussi directeur général de Congo Tchèque qui fait partie du groupe AES. Mesdames, messieurs, à vous également un grand merci de nous avoir suivis. Le regard de ce soir était basé sur l'économie en République démocratique du Congo. Nous avons reçu M. Jimmy Chevaux, je viens de le dire, analyste économique. Il est directeur général de AES Group et directeur général de Congo Tchèque qui fait partie du AES. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain, samedi, 10h, sur www.dossierDafrique.cd, sur la page Facebook Barbara Nzimbi. Vous allez suivre cette émission sur la page Facebook Dossier d'Afrique, mais aussi l'extrait sur la page Twitter Barbara Nzimbi. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous. Je vous retrouve vendredi prochain. Si Dieu le veut, ça sera avec les mêmes.